Je suis donc Ilona Pur, la directrice d'Envirobat Occitanie, et je suis très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau webinaire des vendredis, de la série des vendredis du bâtiment durable, ou de plan bâtiment durable Occitanie. Donc peut-être pour vous rappeler ce qu'est le plan bâtiment durable Occitanie, hein, c'est une dynamique régionale qui est copilotée par la région Occitanie, l'ADEME, l'Adréal et le plan bâtiment durable au niveau national depuis le printemps 2021, hein, au cours duquel a été signé un accord de partenariat entre ces institutions. Et en fin de compte, ce plan qui aujourd'hui rassemble une vaste communauté d'acteurs, vraiment a pour vocation à la fois de valoriser et rendre lisibles les actions et les projets qui sont initiés en région à travers la production de contenu, et puis d'ouvrir un nouvel espace de dialogue pour l'ensemble des acteurs professionnels de la filière bâtiment, de la filière immobilier, de la filière aménagement. Donc ce plan bâtiment durable propose voilà, des webinaires d'information sur des sujets divers et variés qui permettent finalement d'accompagner et d'engager ces acteurs sur tous les sujets de transition écologique sur leur secteur d'activité. Et puis, on va avoir des temps de réunion virtuels comme ces webinaires, mais aussi on a une conférence annuelle à laquelle souvent vous êtes bien nombreux à participer, puis de la production de contenu, de fiches projets, de monographies de projets que vous pouvez retrouver sur le site internet planbatimentdurableoccitanie.fr, de cartographie de projets, d'acteurs qui agissent en région en faveur de la transition écologique des bâtiments, de l'immobilier et de l'aménagement. Pour ce nouveau webinaire des vendredis bâtiments durables, on est extrêmement heureux aujourd'hui de retrouver à la fois Peggy Cancel, qui est directrice de la déléguée de la transition écologique et énergétique à la DITE à la région Occitanie, ainsi que Fabrice Lamoureux, qui est chargé de projet Habitat Vivant, toujours au sein de la DITE, et qui ont eu la gentillesse de venir nous parler du plan Habiter durable que pilote et actuellement déploie la région Occitanie. Donc, je vais peut-être, sans attendre, passer la parole à Peggy. Peut-être un mot cependant pour vous dire que Peggy et Fabrice vont vous présenter le plan et un certain nombre de mesures. Cependant, nous avons aujourd'hui 1 heure de webinaire, donc c'est assez court et en même temps, on peut dire un certain nombre de choses. Et nous allons vous proposer, par un système de petits votes en ligne, et bien finalement de choisir les mesures sur lesquelles aujourd'hui vous souhaitez que Fabrice et Peggy en disent davantage. Voilà, donc j'anime ce webinaire. Mathieu Devos, que vous avez entendu à l'ouverture du webinaire, qui est chef de projet rénovation durable, va animer à la fois les petits sondages en ligne et puis va vraiment prendre toutes vos questions dans le chat pour les porter à la connaissance de Peggy Cancel et Fabrice Lamoureux, qui pourront y répondre. Voilà. Donc, merci à toutes de bien penser à couper vos micros, d'utiliser le chat pour poser vos questions. Et je laisse la parole à Peggy. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Ilona, bonjour Mathieu, et merci beaucoup à Envirobat donc d'avoir pu organiser ce webinaire. Merci de nous accueillir. Donc, on va d'abord vous expliquer en 2 mots un petit peu la genèse de ce plan Habitat durable, du contexte dans lequel il a été donc adopté par l'Assemblée plénière le 14 décembre. Donc déjà, la genèse, je tiens à le préciser, la base de ce rapport a été construite sur les préconisations de Didier Gardinal, donc d'ailleurs que je salue parce que je vois qu'il est en ligne. Et donc, il faut effectivement… Bonjour. Bonjour Didier. Il faut remonter effectivement à ce rapport très, très conséquent et dense qui a été remis à Carole Delga en décembre 2021 et qui a permis en fait d'échafauder les grandes lignes de ce plan. Donc, on y reviendra peut-être sur les mesures quand on entrera dans les mesures, puisqu'un certain nombre font écho en fait aux recommandations du rapport de Didier Gardinal.
Donc, sur ce qui nous a été, la commande qui a été passée par Carole Delga, c'est vraiment de s'inscrire dans les grandes lignes bien du projet de mandature, à la fois une région énergie positive, donc des objectifs ambitieux sur l'efficacité énergétique, sur la sobriété énergétique, le développement des renouvelables, mais aussi une région inclusive, c'est-à-dire qui permet en fait à tous les habitants d'accéder à un logement de qualité. Donc, c'est à la fois être sur le trépied, en fait, l'adaptation au changement climatique, la transition, bien sûr, transition écologique, mais aussi toujours le souci, en fait, du social et des solidarités. Donc, c'est vraiment réunir un petit peu l'ensemble des problématiques. Et ça, donc, c'est important, cette vision-là qui est portée, bien sûr, par Carole Delga, par la vice-présidente qui porte le plan, par Agnès Langevin, puisque à travers ce plan, c'est un peu la difficulté de l'exercice. Il faut à la fois être sur des enjeux de court terme, et il y en a, puisque on est dans une crise de la construction, de l'aménagement et du logement, une crise aiguë et sans précédent. Donc, c'est comment on arrive à répondre, en fait, aux questions de pénurie d'offres, aux questions de rééquilibrage entre le monde rural et urbain, et comment on va apporter de l'ingénierie à ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les communes rurales, petites communes rurales qui représentent plus de 90% du territoire occitan. Donc voilà, c'est être à la hauteur de ces enjeux-là, mais aussi, c'est le rôle de la région, pouvoir se positionner sur des enjeux de moyen long terme, de travailler donc avec un grand nombre d'acteurs dont vous faites partie, bien sûr, en ligne, pour avoir une vision sur la qualité architecturale, sur les nouveaux matériaux, mais aussi aller sur les usages, sur les nouvelles formes d'habitat qu'on peut rencontrer en Occitanie. Donc voilà, ce que nous a demandé la présidente, c'est un peu comme on l'a fait sur la stratégie hydrogène, c'est être vraiment sur toute la chaîne en fait de l'habitat durable. Si aussi on s'intéresse à qu'est-ce que l'habitat durable, c'est vraiment être sur la partie aménagement, sobriété foncière, donc être sur cette partie-là, donc comment et où on construit et on rénove. Comment on le fait? Donc, la question des matériaux, de la performance du bâti, et aussi pour qui? Donc, c'est vraiment la question des usages et toute cette question-là autour du logement, en fait. Comment on vit dans cet environnement-là? Comment on apporte de la qualité de vie? Donc, voilà, vaste programme, comme vous pouvez l'imaginer. Et on a en fait commencé, je vais passer la parole à Fabrice aussi, qui est chef de projet avec moi, qui va expliquer comment, depuis quelques mois, on essaie d'activer les choses à la fois en interne à la région, donc avec plus de 20 directions métiers qui ont travaillé avec nous depuis le mois de juin pour échafauder ces propositions, et également un certain nombre de partenaires externes dont vous faites partie, avec qui on va vraiment travailler en 2024 sur la mise en œuvre des premières actions et aussi sur un acte 2 du plan qui va permettre d'enrichir les premières mesures qui ont été votées. Donc voilà, pour résumer sur ce slide, on est bien en 3 temps en fait sur ce plan. Donc on a eu une première délibération en décembre 2023 qui a permis de poser 15 mesures d'attaque, des mesures prioritaires prises par la région en propre, donc dispositif vraiment du conseil régional. Donc certains collègues d'ailleurs que je salue, comme Sébastien Freiburger, qui est responsable du service logement, est avec nous en ligne, puisque ces mesures-là sont portées par des directions métiers. Ensuite, on va avoir un temps de concertation. On va vous expliquer un petit peu comment on l'envisage, comment on voudrait le dérouler d'ici juin pour aller justement ouvrir en fait l'architecture de ce plan, pouvoir l'enrichir avec des apports de nouvelles mesures pour pouvoir en juin 2024 adopter un acte 2. Voilà un petit peu sur le séquençage. Voilà, j'ai fini sur le premier slide. Merci. Merci beaucoup. Donc, maintenant, on va entrer, si vous le voulez bien, dans l'architecture de ce plan. Donc, vraiment entrer avec vous sur ces 15 mesures qui ont été posées. Et donc, on a structuré le plan en 5 ambitions.
Donc là, je vais peut-être passer la parole à Fabrice, qui va pouvoir vous dire exactement, vous détailler ce qu'il en est de chacune de ces ambitions. Et puis, comme vous l'avez dit, Ilona, on vous fera voter en fait pour pouvoir vous détailler ensuite chacune des mesures à l'intérieur de ces ambitions. Oui, bonjour à tous et à tous. Ravi de pouvoir vous présenter effectivement avec Peggy tous ces projets, toutes ces mesures. Alors, de toute façon, je crois qu'on va rentrer après assez rapidement dans le vif du sujet sur les mesures. Là, c'est juste pour vous donner effectivement un panorama de cette architecture, mais ça a déjà été dit en fait très bien par Peggy sur un peu la ligne de conduite de ce plan. Une première ambition qui est vraiment axée principalement sur le logement, mais on le verra après dans les mesures, on rentrera dans le détail sur l'aspect du cadre de vie, sur l'aspect notamment de la problématique de l'offre de logement, et ça dans tous les territoires, et surtout d'ailleurs principalement dans les territoires ruraux. On a ensuite effectivement cette deuxième ambition qui est cet équilibre. On a des compétences à la région, que sont le SRADET notamment, la compétence effectivement du ZAN, etc. Enfin des gros objets effectivement où on doit discuter avec les territoires sur cet équilibrage, et forcément l'habitat est essentiel sur le sujet, donc on rentrera aussi dans le détail à ce moment-là. Après, c'est une mesure un peu particulière, c'est VIUR. Alors VIUR, c'est de l'occitan, que j'ai découvert d'ailleurs lorsque effectivement notre vice-présidente a proposé cet acronyme qui veut dire vivre ensemble en occitan pour faire simple. C'est une mesure qui est très intéressante parce qu'elle porte effectivement sur beaucoup d'innovations, à la fois techniques mais aussi sociales, et sur aussi effectivement une dynamique européenne. On y reviendra également, qui est le New Bauhaus. Ensuite, on a l'habitat performant et confortable, qui est cette quatrième ambition, qui est en fait, si vous voulez, l'intégration. Ça a été dit également par Peggy, ce plan, ce qui est intéressant, 20 directions métiers, c'est pas simple. Ça touche énormément de domaines, donc c'est passionnant à la fois. Mais l'idée, c'est comment intégrer effectivement tout ça. Donc, dans cette mesure, il y a notamment le contrat de filière qui se trouve dans cette mesure, parce qu'on a trouvé ça très pertinent, évidemment, de travailler avec les organismes professionnels sur ce sujet. Et là, on est sur tous les périmètres techniques, de matériaux, d'énergie renouvelable, d'économie circulaire, tous ces sujets qui sont principalement dans cette mesure. Et enfin, évidemment, parce qu'on ne peut pas l'oublier, puisque tout ça, ça fonctionne aussi lorsque on a une formation, que ce soit pour les demandeurs d'emploi, que ce soit pour les jeunes, dédiée sur ces sujets-là, et c'est la mesure 5 qui est dédiée à la formation. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Donc, l'ambition 1, comme je disais, elle porte sur l'habitat. Alors, peut-être que Mathieu, tu expliques le principe du vote. Oui, on peut expliquer le principe du vote. Donc, comme vous l'a présenté Fabrice, donc 5 ambitions, 15 mesures qui sont réparties dans les différentes ambitions. Donc, en 1 heure de temps, comme disait Ilona, on ne pourra pas vous détailler l'ensemble des 15 mesures, mais au moins vous les partagez, vous les affichez brièvement. Et puis, on s'est dit que ce serait quand même bien par vote, donc solliciter vos avis sur la mesure, parmi celles qui sont présentées sur chaque ambition, la mesure sur laquelle vous devriez passer un petit peu plus de temps. Donc, vous devriez voir apparaître sur votre écran, une fois que Fabrice ou Peggy auront déroulé les quelques mesures pour chacune des ambitions, un petit écran qui vous invitera à choisir la mesure parmi les 3 ou 4 qui vous seront présentées que vous souhaitez détailler un peu plus. Qui donnera déjà un premier retour sur des niveaux de sensibilité par rapport aux mesures qui sont présentées. Très bien, donc merci Mathieu. Donc effectivement, prioriser peut-être une mesure, il y a 5 ambitions, donc il y a 5 mesures sur lesquelles on pourra rentrer davantage dans les détails. Évidemment, il y aura des temps dédiés sur les autres mesures, dans d'autres temps qu'on vous expliquera sur ces assises de l'habitat durable. La première, c'est des productions de logements sociaux détenus dans le patrimoine communal. On a effectivement le responsable de la direction de la solidarité qui est présent. Vous pourrez lui poser des questions sur ce sujet notamment. On voit effectivement que c'est un enjeu très fort à destination notamment des communes rurales. Le deuxième, c'est les quartiers prioritaires.
on peut y revenir également. Donc là, énorme enjeu sur tout l'aménagement des quartiers prioritaires, hein, avec l'ANRU, PNANRU, etc. Le troisième, c'est la sobriété foncière en luttant contre la vacance du bâti. Vaste sujet, évidemment. C'est comment offrir dans ces territoires les jeunes arrivants, mais pas que, ceux qui habitent aussi, qui manquent effectivement de logements, comment optimiser justement tous ces logements vacants. Et on a un gros travail sur ce sujet. Voilà. Donc ça, c'est la première ambition. Après, je laisse l'ambition 2 à Peggy. Comme ça, ce sera dynamique sur la présentation. Alors, normalement, le sondage pour les 3 mesures de cette ambition 1 est ouvert. Alors, selon vos écrans, soit ça s'affiche en plein milieu de l'écran, soit dans le volet conversation. Donc, on vous laisse. Enfin, Voilà. Ça marche pour ceux qui sont. Ouais, c'est bon, ça fonctionne. Du coup, l'idée, c'est de faire effectivement une réaction directement sur chaque ambition, sur une mesure Voilà. que vous avez votée, c'est ça? Et donc, on voit en conversation, alors Fabrice et Peggy, si vous voulez suivre en direct l'évolution des sondages, on voit les proportions qui évoluent dans le volet conversation. Donc, pour l'instant, c'est plutôt la 3e mesure qui est en tête, favoriser la sobriété foncière. Parfait. 53%. Voilà, on peut partir peut-être sur celle-ci. Si on part sur celle-ci, je propose, si Sébastien effectivement veut bien intervenir à ce moment-là sur cette mesure, parce que c'est vraiment lui qui la porte et qui connaît parfaitement le sujet. Sébastien? Oui, alors parfaitement. Oui, enfin, c'est en cours de définition à la région, puisque comme vous l'expliquez Peggy, on ouvre aujourd'hui une phase de concertation avec les acteurs, mais c'est effectivement un des enjeux forts qui ont été identifiés dans le cadre de ce plan habitat durable, de lutter contre la vacance du bâti et de favoriser la sobriété foncière pour produire du logement qu'on imagine plutôt à vocation sociale. Pour vous donner juste quelques chiffres, en région Occitanie, on a 300 000 logements vacants, dont 100 000 depuis plus de 2 ans, donc ce qu'on appelle la vacance structurelle. Les bonnes années, on peut aller jusqu'à 12 000 agréments de logements sociaux par an dans notre région. Vous voyez là, quand on met en face les chiffres de ces logements vacants, la marge que l'on aurait et l'intérêt qu'on aurait à aller capter ces logements pour, ce bâti, hein, parce qu'on n'est pas toujours sur du logement d'ailleurs, pour le transformer en logement. Ces logements vacants, par contre, ils ne sont pas toujours dans des zones où s'expriment les besoins et où la tension est la plus forte. C'est là que la région doit aussi jouer ce rôle d'ensemblier et de politique large d'aménagement de son territoire. Alors, il y a des axes que porte la région sur la mobilité, notamment les transports, mais on peut aussi citer la formation professionnelle et le soutien au tissu économique dans les territoires, puisque l'idée est de ne pas renforcer l'hypermétropolisation et de tout flécher vers Toulouse et Montpellier, sans vouloir stigmatiser les 2 métropoles qui sont des locomotives, hein. Donc, cette sobriété foncière, elle va nous être aussi imposée par la zéro artificialisation nette, hein, le ZAN, dont l'objectif très rapidement sera d'être sur une trajectoire de moins 50% de consommation de foncier de ce qu'on a pu faire sur la décennie précédente. Ces biens qui sont pour certains immédiatement mobilisables, pour d'autres, ça sera un peu plus long et compliqué. L'idée, c'est d'accompagner les territoires et notamment les petites communes à les transformer en logements et à faciliter leur parcours dans aussi bien l'ingénierie que les travaux ou l'équilibre financier de ces opérations qui, pour certaines, peuvent être très coûteuses, notamment quand on a une dimension patrimoniale ou de résorption d'habitat insalubre. Voilà pour faire très rapidement sur cette fiche mesure qui, aujourd'hui, vous l'aurez compris, est un axe de travail qui a été entamé avec un partenariat assez large. On peut citer l'Union régionale des CAUE, on peut citer l'EPF Occitanie. L'idée, c'est que la région puisse accompagner ce travail et mobiliser ces agences pour être aux côtés des territoires. On peut citer notamment l'AREC sur la phase amont,
tout ce qui relèvera de l'ingénierie post-travaux, pardon, pas post en amont, hein, c'est bien ce que je voulais dire, et peut-être la RAC pour ce qui relèvera plutôt des travaux. Merci Sébastien. Déjà, on n'est pas concerné, quoi. J'ai pas entendu. Sur l'architecture. Je ne sais pas si c'est un défaut de micro, si c'est un micro qui est resté ouvert par inadvertance ou pas. Peut-être utiliser le chat pour faire remonter la question. Pour l'instant, en tout cas, on n'a pas de questions. Pensez bien à couper vos micros, ouais, c'est très important. Donc, on peut passer à la deuxième ambition. Merci Sébastien, merci en tout cas. Donc, deuxième ambition qui est vraiment un parti pris souhaité par la présidente et son exécutif, c'est comment on va rééquilibrer notre développement autour donc ce qu'on appelle les territoires d'équilibre. Donc, en Occitanie, c'est défini autour de 60 territoires, donc qui vont être des villes moyennes en milieu périurbain. Donc, c'est comment on va aller effectivement apporter en fait une alternative à ce qu'on, comment dire, aux inconvénients quelque part de l'hypermétropolisation, et comment on va apporter un vrai effet rééquilibrage. Donc là, vraiment, ça a été dit tout à l'heure, on s'adosse au SRADET et aux orientations qui sont prises par la région Occitanie. Donc là, cette offre-là, on a mis ces deux mesures-là quelque part qui sont conjointes, qui sont connectées d'ailleurs à ce que vient d'expliquer Sébastien sur la vacance. C'est comment on va apporter une offre d'ingénierie coordonnée à ces territoires-là. Donc là, nos deux agences régionales, donc d'une part l'ARAC et l'AREC, ont été force de proposition avec nous pour aller configurer en fait des nouvelles offres de services qui vont pouvoir être proposées aux collectivités. Est-ce qu'on peut en dire plus à ce stade ou est-ce qu'on procède au vote? Peut-être. Le vote est lancé, Oui, il devrait apparaître. Le vote est lancé, d'accord. Voilà, tout juste, hein, donc il devrait apparaître sur vos écrans ou encore une fois dans la partie conversation. Je vois qu'il y en a certains qui répondent en écrivant dans le chat. Alors, c'est pas comptabilisé parce que je ne peux pas compter les numéros 4, 5, etc. Cocher les questions à choix multiples sous forme de QCM qui apparaissent. Et donc voilà, c'est en train de voter. On a eu un bon taux de participation. Le sondage précédent, on a eu 72 réponses sur une centaine de personnes connectées. Et donc là, arrive en tête, assez loin devant, la mesure 5, accompagner la rénovation énergétique du patrimoine bâti des communes rurales. On peut peut-être aller sur celui-ci du coup. Alors, ce que je propose, c'est peut-être passer la main à Guillaume de Rombise, de la REC. Ah oui, si Guillaume est là, effectivement. Je suis là, avec plaisir. Bien, parce que c'est vraiment... Guillaume. Voilà. Merci Guillaume. Merci pour vos votes déjà. Donc en vraiment 3 minutes pour décrire ce que l'on entend par ce parcours d'accompagnement qui a été élaboré en 2023, qu'on a lancé à l'occasion d'Energaia, donc en toute fin d'année dernière, et qui est en train d'être mis en œuvre concrètement dans une phase de lancement, là, ces premiers mois de l'année, et qui va ensuite ouvrir vers une version étoffée du parcours à partir de cet été. Donc l'objectif de ce parcours, c'est d'accompagner les petites communes d'Occitanie, donc les petites communes qui ont peu de moyens d'ingénierie, qui ont des projets de rénovation énergétique et qui cherchent à la fois à être accompagnées, à avoir des bonnes compétences autour de la table et avoir des financements pour réaliser le projet. L'objectif du plan, c'est justement de ce parcours, c'est de leur proposer un accompagnement du début à la fin, de l'idée jusqu'à la livraison de l'opération de rénovation. Donc, on va leur proposer de réaliser un audit énergétique, on va leur proposer de les accompagner en phase de consultation, on va leur proposer une mission d'ingénierie financière. Et l'objectif, c'est vraiment d'assembler toutes les pièces qui permettront au projet d'atteindre des bonnes performances, donc des gains énergétiques importants, et surtout d'être financé, parce que c'est ce qui pêche beaucoup dans les projets aujourd'hui. Donc, pour le faire, parce que l'ambition est très forte, on s'appuie déjà sur les syndicats d'énergie, notamment, et sur tout l'écosystème
qui accompagnent aujourd'hui les projets. Donc, on pense au CAUE, au PETR, on pense aux agences techniques départementales, aux ALEC, je ne vais pas tous les citer, mais il y a un grand nombre d'acteurs qui ont des compétences complémentaires. Et on va se coordonner à l'échelle départementale pour donner un accompagnement complet, coordonné autour d'un projet, et essayer d'optimiser au maximum les financements qu'on va pouvoir flécher sur les projets. Voilà en résumé. Merci. Très bien. Merci beaucoup. De façon pragmatique, juste ce qui peut être intéressant, Guillaume, c'est si tu peux nous confirmer le reste à charge pour une commune de 3000 habitants, par exemple, qui voudrait bénéficier de cette offre, reste à charge sous ta confirmation, c'est de l'ordre de 8 à 10 000 euros. En tout ça va dépendre des besoins, en fait. On va proposer une offre en face du besoin. Mais la promesse que l'on fait, c'est de couvrir au moins 50% des coûts d'accompagnement. Parce que ça a quand même un coût, c'est du temps passé, de l'expertise. Mais grâce au fonds Acté+, et on l'espère bientôt grâce au mécanisme ELENA, on va pouvoir prendre en charge au moins la moitié de ces coûts-là. Effectivement, intéressant parce que là, on veut aller toucher des communes qui n'ont pas forcément les moyens déjà d'avoir une ingénierie d'une grosse interco, ou alors de se lancer en fait dans un schéma directeur immobilier souvent qui est coûteux et qui peut être effectivement peut-être un peu refroidissant surtout vu le contexte des finances communales, ça peut être effectivement une lourde ingénierie, et là l'idée c'est vraiment d'arriver avec une offre clé en main et accessible pour ces communes. Merci en tout cas, Guillaume. Merci. Merci beaucoup. On va passer à l'ambition suivante. Alors avant, il y a 2 questions qui ont été posées dans la conversation, à savoir si cette mesure 5 qui a été détaillée, est-ce qu'elle vise uniquement ce qui a été présenté par Guillaume sur le déploiement des services à REC-ARAC, ou est-ce que ça vise aussi des accompagnements par les acteurs privés? L'accompagnement qu'on propose, il va être partenaire. Il va s'appuyer un peu sur les compétences de la REC, beaucoup sur les compétences des syndicats d'énergie qui sont identifiés comme les guichets, les portes d'entrée pour ces communes aujourd'hui, mais également sur les compétences d'autres partenaires. Donc, on ne s'interdit pas, en fonction du nombre de projets qu'on aura accompagnés, de lancer un accord cadre qui permettra de recruter des bureaux d'études, par exemple pour faire des audits énergétiques, ou pour aider à la rédaction des pièces de consultation, par exemple. Si l'écosystème ne permet pas aujourd'hui d'absorber ces projets. Donc en fait, on va avoir des configurations qui vont être différentes d'un département à l'autre, et on fera avec tous les partenaires, y compris les partenaires privés. Très bien. Et l'autre question, alors on va peut-être être plus bref sur celle-ci parce qu'elle concerne la mesure pour laquelle le public n'a pas voté, c'est comment renforcer l'offre de logements en milieu rural sans faire d'artificialisation, qui concerne plutôt la mesure 4 si je suis bien. Alors. Donc là, je ne sais pas si Sébastien, si tu es toujours là, si on peut effectivement expliquer ce qu'on est en train de configurer finalement avec les acteurs que tu as cités, ARAC, EPF, Banque des Territoires, mais où effectivement l'idée c'est d'aller rechercher dans le parc existant en fait la remise sur le marché de biens aujourd'hui qui ne le sont pas. Oui, tu as tout dit, Peggy, des biens ou des transformations d'usage. On pense à des anciens locaux techniques, des anciennes granges. On a aussi dans le périmètre, ça peut être des anciennes trésoreries, des anciennes écoles, des presbytères. Voilà, c'est des besoins qui ne sont pas forcément très importants. Par contre, les maires sont en proximité aussi pour identifier les publics prioritaires qui pourraient avoir ces besoins. Et au niveau de ces publics prioritaires, on peut citer des jeunes, des cohabitants. Ça peut être également des personnes qu'on souhaite pouvoir voir se maintenir dans de bonnes conditions. Donc, c'est l'adaptation de ces logements au vieillissement, etc. Et donc, c'est aussi un des objectifs qui peut être poursuivi par
la création de logements en transformation, et tout ça sans faire d'artificialisation, effectivement, puisque l'objectif n'est pas là. Très bien. Merci pour ces réponses. On peut passer du coup maintenant à l'ambition 3. Que je vais vous expliquer, mais il y a un lien avec une question à laquelle on n'a pas répondu, c'est est-ce que ces offres peuvent être innovantes, notamment dans le biosourcé? On y reviendra sur cette ambition justement de ces offres innovantes. Alors là, on a 3 mesures. On a un plaidoyer que l'Ordre des architectes au niveau national et ensuite l'Ordre des architectes au niveau régional d'Occitanie a décliné, et on souhaite que les architectes soient vraiment à la manœuvre sur les mesures fortes qu'il y a inscrites dans ce plaidoyer. Donc on va avoir un travail avec eux, un travail d'accompagnement tout le long en fait du plan habitat durable. Donc ça, c'est la mesure 6. La mesure 7, alors c'est une mesure qui est une mesure ciblée sur des formes d'habitat, habitat participatif, habitat partagé, habitat inclusif, à destination principalement de 2 territoires cibles que sont les quartiers prioritaires et que sont aussi la ruralité. Donc c'est des appels à projets sur lesquels on va porter surtout nos efforts. Donc on est sur une mesure qui est ciblée avec un budget de 1,15 million d'euros, où on va cibler principalement effectivement le sujet de l'accompagnement de départ sur beaucoup de choses dans ces quartiers, évidemment sur tout l'aspect des conciergeries, des tiers-lieux, tout ce qui peut faire lien en fait sur ces projets qui sont déjà intrinsèquement des projets avec beaucoup de liens. Donc ça, c'est une mesure forte. Mesure 8, c'est l'expérimentation qui est en cours de la fabrique des transitions. Je ne sais pas si Bénédicte Riet est là. En tout cas, si elle est là, c'est ma collègue qui travaille justement sur ces sujets. Donc là, on est sur un accompagnement d'une approche différente, décalée un peu. En décalé, je m'entends, je le précise, c'est-à-dire au lieu d'être sur des approches techniques d'accompagnement des territoires, on est sur des approches plutôt sensibles, sociologiques principalement. On va mettre les acteurs principaux du territoire sur un projet complexe du territoire. Il y aura 10 territoires qui vont être retenus. Il y en a déjà 6 actuellement, et on pense que fin février, on aura ce qu'on appelle la cohorte des territoires. On pourra accompagner pendant 12 à 18 mois sur ces projets complexes. Je donne juste un exemple pour l'illustrer. Par exemple, un éco-hameau avec des problématiques d'autonomie d'eau, une ville ou un village qui a effectivement une problématique de production d'autoconsommation avec une vocation sociale, de l'adaptation sur le littoral. Donc on va essayer de choisir dans l'ensemble de la région 10 territoires représentatifs de toutes ces problématiques et de les accompagner sur ce sujet du diagnostic sensible. Donc, et Fabrice, tu as anticipé le résultat des votes puisque c'était cette mesure-là que les participants souhaitaient développer, a priori. Ou alors, c'est ex aequo, c'est très serré. C'est serré, effectivement. Le sondage est ouvert pour savoir laquelle de ces 3 mesures de l'ambition 3 vous souhaitez développer davantage. Les réponses sont en train d'arriver. Et pour le moment, effectivement, comme disait Peggy, ça va plutôt, mais c'est moins net que sur les ambitions précédentes, plutôt sur la 8e mesure, expérimenter et innover. Bon, peut-être qu'il y a des questions, parce que on peut encore, effectivement, c'est un sujet qu'on peut développer sur pas mal de points. Pour l'instant, il n'y a pas de questions sur ce sujet en particulier. Bon, la fabrique des transitions, peut-être en 2 mots quand même. C'est Lens-en-Gohême, c'est Jean-François Caron, maire de Lens-en-Gohême, donc une ville dans le nord de la France, qui est parti du constat que son territoire, s'il fallait qu'il change effectivement de paradigme, qu'il passe effectivement à une transition forte dans tous les domaines, pas seulement de l'énergie, de l'habitat, des transports, etc. Il fallait effectivement des méthodes. Donc, en fait, il a créé, avec son association, il a créé en fait une méthode qui en fait se base sur plusieurs expériences qui ont été faites au départ dans le nord de la France et puis après dans d'autres territoires,
et qui retient notamment déjà un diagnostic qui doit être fait, un diagnostic en présence de 4 groupes d'acteurs que sont l'élu, donc le chef de l'exécutif, le responsable des services techniques, l'État et un acteur socio-économique. Donc ces quatre profils d'acteurs du territoire vont être mis ensemble autour d'un projet. Donc j'ai cité certains projets de territoire et ils vont effectivement essayer de faire avancer les choses. Concrètement, par exemple, sur les co-hameaux dans les Cévennes, ça va être la problématique du traitement des eaux, mais pas que. Ça va être aussi la problématique économique, puisque dans ces territoires, donc c'est une commune de quelques centaines d'habitants, en l'occurrence, qui est ciblée, c'est comment effectivement faire venir des nouveaux arrivants sur des lieux comme des tiers-lieux, de nouveaux métiers, effectivement, qui peuvent dynamiser ces territoires, par exemple. Sur l'adaptation du côté des Pyrénées-Orientales, ça va être sur la problématique de l'eau aussi, et ça peut être aussi sur des problématiques plus vastes comme une station de montagne. Donc, on a des stations de montagne aussi qui sont ciblées, puisque, bon, effectivement, actuellement, la problématique de la neige, de l'enneigement, la problématique des activités fortes, elle impacte forcément l'habitat touristique, habitat économique autour. Donc, c'est comment réfléchir effectivement à ces différents sujets. Plus que réfléchir, hein, puisque à la fin de l'accompagnement, il y a sur ce projet, en tout cas, des actions qui sont faites pour avancer ce type de projet. Merci Fabrice. Alors on a une question qui n'est pas sur la mesure 8, qui est sur l'ambition 3, mesure 6. S'engager aux côtés de l'Ordre des architectes d'Occitanie pour une transformation des politiques d'habitat et d'aménagement. Est-ce que ça vise à fluidifier les échanges entre propriétaires, accords d'urbanisme et notamment architectes du bâtiment, très présents en centre ancien, ayant des exigences freinant les propriétaires dans leur démarche de travaux, je cite. Est-ce que c'est l'objet de cette mesure 6 ? En fait, dans le plaidoyer, il y a beaucoup de choses, et dans ce plaidoyer, il y a notamment effectivement ce lien qui est ciblé, ce lien de facilitateur que peuvent avoir les architectes pour des problématiques très concrètes, hein, de centres anciens, etc. Donc ça, c'est effectivement un sujet qui peut être abordé complètement. En fait, l'idée du plaidoyer, c'est qu'il y a une dizaine ou une quinzaine de mesures. L'idéal, ce serait qu'effectivement, mais on aura ces moments de rencontre avec l'Ordre des architectes et on pourra rentrer dans le détail avec eux, c'est de voir effectivement comment ils peuvent faire du lien sur ce type de questions. Voilà. Après, j'en vois une aussi sur, c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner, sur le lancement de l'appel à projet Habitat Participatif. Ça, c'est une question très concrète. On souhaite le passer au vote du mois de juin de cette année. Donc, vous verrez, il y a différents dispositifs qui vont être co-construits avec vous, avec d'autres partenaires, hein, territoires, citoyens, etc. Et on proposera effectivement le dispositif au vote du mois de juin 2024. Très bien. Et oui, je vois que Peggy a répondu dans le chat, très bien. Et est-ce que dans les mesures qui vont suivre, qui n'ont pas encore été présentées, ou alors dans celles qui ont déjà été présentées, on ne l'a pas forcément capté, est-ce qu'il y a une mesure qui parle de l'habitat insalubre, type Rachid Tirori? Alors, pour l'instant, dans nos mesures adoptées, non, clairement. En plus, alors l'habitat insalubre, il me semble, la compétence première, c'est vraiment les EPCI, en fait, qui ont souvent d'ailleurs besoin, vous savez, des services hygiène, des services adéquats, en fait, pour aller traiter ces sujets. Après, ça ne veut pas dire que la région ne pourra pas travailler en partenariat avec les EPCI volontaires où il y a des vrais sujets. Après, je crois que la question porte, il me semble, sur les territoires retenus en transition. Est-ce qu'ils ont des projets spécifiquement de lutte contre l'habitat insalubre? Puisque je vois que c'est sur les 6 territoires retenus. Oui, donc retenus. Là, par contre, à ce stade, je ne suis pas sûre, en tout cas dans les 5 premiers, Fabrice, que l'un d'eux est vraiment un projet. Je ne crois pas. Non, pour l'instant, ce n'est pas un projet, mais
d'où on vous expliquera toute la phase de concertation où ce sujet peut être abordé, mais pour l'instant, non, il n'est pas encore identifié. Évidemment, la précarité énergétique l'est, c'est évident, mais l'insalubrité, c'est pas encore effectivement le sujet qui a été porté sur l'expérimentation pour l'instant. Il reste encore 4 territoires. C'est bien, on peut passer à l'ambition Oui, 4. donc on enchaîne tout à fait. Donc l'ambition 4, et là d'ailleurs je remercie Ilona et Envirobat parce qu'en fait on était parti sur la performance du bâti et Envirobat effectivement nous a amené à parler de confort en fait, confort d'usage. Et c'est vrai que les deux doivent aller de pair et je le dis d'autant plus, ça permet d'introduire la première mesure en fait sur les écomatériaux biogéosourcés où on parle souvent performance en termes de qualité d'isolation, mais il faut aussi parler des bénéfices que ça apporte effectivement sur le confort thermique, qui n'est pas un petit sujet dans notre région et notamment du fait des canicules. Donc, c'est comment on concilie en fait le sujet purement énergétique avec la question de la qualité ou de la santé. Donc, sur ces 4 mesures fortes, comme on l'a dit en introduction, on a vraiment travaillé dans le cadre du contrat de filière, donc qui a été discuté pendant de longs mois entre la région et la Fédération du bâtiment, la CAPEB, que je salue, qui sont en ligne aujourd'hui. Donc, ce contrat était déjà à l'œuvre, en fait, était discuté, et donc on a pu introduire ces sujets-là pour voir effectivement ce qu'on pouvait proposer peut-être en termes d'actions nouvelles ou renforcer aussi les actions partenariales. Donc, bien sûr, une action forte sur les filières d'écomatériaux biogéosourcés, avec un terme aussi qui a été souligné par Envirobat de maintenant structurer ces filières effectivement pour qu'elles atteignent la bonne taille et qu'on puisse on va dire œuvrer efficacement et lever les freins qui existent depuis plusieurs années pour développer, promouvoir ces filières. Donc ça, c'est vraiment le premier sujet. Ensuite, c'est avoir une approche globale du cycle de vie. Donc cette mesure est assez on va dire composite, assez ambitieuse, puisqu'on va toucher à la fois aux matériaux, à la question de l'eau, de la biodiversité et des énergies renouvelables. Donc là, effectivement, il y a un ensemble de mesures qui sont proposées, mais qui amènent vraiment de nouveaux développements et d'être approfondies. C'est pour ça aussi que dans le cadre de la concertation, on va ouvrir ces sujets pour pouvoir aller plus loin. Ensuite, la mesure 11, qui est aussi massive, c'est le cas de le dire, mais massifier la rénovation thermique dans les logements collectifs. Donc, c'est comment on peut à la fois, on va dire, utiliser le dispositif qui a été mis en place en région Occitanie, c'est-à-dire Rénov' Occitanie, qui propose des guichets uniques sur tout le territoire pour accompagner le particulier dans les démarches. Donc, aujourd'hui, il y a la réforme du MAR, bien entendu, mais comment on peut réorienter ce dispositif qui est bien installé et également mobiliser les fonds européens au niveau de la région Occitanie. La région Occitanie est la plus volontariste sur les fonds européens qui sont mis à disposition pour aider à la rénovation thermique des logements sociaux. Donc, c'est une enveloppe de 72 millions d'euros en tout. Et puis, mesure nouvelle, c'est le lancement d'un AMI, Frugalité Innovation, on l'a intitulé comme ça, pour aller démocratiser les bâtiments démonstrateurs, prenant le constat, en tout cas, qu'on a aujourd'hui les savoir-faire, on a énormément de techniques qui sont au point pour construire des bâtiments énergie positive, des bâtiments frugaux, mais effectivement, comment on peut aujourd'hui les proposer à un coût de sortie abordable sur le marché. Voilà. Voilà le résumé de ces 4 mesures et je regarde les votes pour savoir ce qu'on doit développer. En attendant que ça se stabilise, je reviens juste sur une question qui était très intéressante de l'ambition précédente, qui était la question de comment on met la population, comment on fait participer la population, notamment sur l'appel à projet habitat participatif et sur la mesure territoire. En fait, elle est au cœur, on n'a pas eu le temps de l'expliquer, mais
On est vraiment dans la continuité de l'appel à projet NOWAT, qui a lancé comme critère essentiel pour retenir ces projets l'intégration des assistants à maîtrise d'usage notamment. Donc, comment on fait effectivement dès le départ faire participer tous les usagers autour de l'habitat. Donc, réponse rapide, évidemment, gros sujet, mais qui est évidemment au cœur des dispositifs évoqués. Merci Fabrice, je vois que ça se détache assez nettement, donc ça me fait plaisir en fait que ça soit cette mesure sur les écomatériaux biogéosourcés. C'est vraiment une mesure forte qui nous tient à cœur. Alors elle est partie en fait de l'étude de la CERC Occitanie qui a été rendue, je crois de mémoire Fabrice, avant l'été, en juin, et qui a été en fait rendu public. Alors certains d'entre vous ont peut-être participé d'ailleurs aux 2 journées de restitution qu'on a eues à l'automne à Montpellier et Toulouse, qui se sont déroulées avec, je crois, il y avait entre 150 et 200 participants, effectivement, pour rendre compte en fait de cette étude qui pointait l'état de situation de ces filières et surtout, comme je disais tout à l'heure, les freins bloquants qui sont assez connus, des questions de certification, des questions également de coûts, même si la différence de coût s'amoindrit entre ces produits-là et d'autres types de produits. Donc des actions commencent bien sûr à se mettre en place, ou en tout cas émerger, pour pouvoir vraiment apporter des réponses, on va dire, opérationnelles et concrètes aux acteurs de ces filières qui sont d'ailleurs en train de s'organiser en Occitanie, puisque une association en fait des acteurs est en train de se créer. Et donc le sujet, c'est comment on travaille en mode interfilière pour pouvoir donner plus de poids, donner plus de structuration et pouvoir effectivement travailler à plus grande échelle. Et c'est une mesure qui va irriguer évidemment les autres mesures. Quand on parlait de frugalité et innovation dans l'AMI, c'est évident que les choix qui seront choisis, si on peut dire, les choix qui seront faits, seront portés évidemment sur cet aspect de filière locale. On a énormément de gisements dans les filières fibres, dans les filières terres. En région, c'est une richesse incroyable, mais très diffuse. Donc la question, c'est effectivement, par cette AMI et par cette mesure, comment en faire plus. Merci. On a quelques commentaires ou remarques, questions dans le chat, notamment une personne qui fait une remarque sur les organisations professionnelles FFV-CAPEB, si je reformule, qui sont probablement nécessaires, mais est-ce qu'elles sont suffisantes pour couvrir l'ensemble de la chaîne, de la matière jusqu'à l'usager? Est-ce que vous envisagez d'autres têtes de réseau comme ça aussi? Je ne sais pas, Fabrice, si tu veux répondre là-dessus ou… je regarde aussi l'ensemble des questions. L'idée, c'est de travailler tous ensemble. C'est aussi simple que ça. De toute façon, sur des filières qu'on évoquait, comme les écomatériaux, comme la frugalité, etc., c'est le seul moyen, effectivement, de faire émerger ces filières. Il faut une demande, il faut une offre. Les organismes professionnels sont clés sur les sujets et toutes les autres têtes de réseau existent aussi, évidemment, sur le plan. On évoquait tête de réseau sur l'aspect de l'économie sociale et solidaire, comme le fait la CRES. On peut évoquer également d'autres, comme ça a été dit, ces préfigurations d'interfilières sur l'éco qui sont en train d'être faits. Donc oui, on utilisera effectivement toutes les bonnes volontés surtout sur ces sujets-là au niveau professionnel. Donc oui. Une autre question sur l'ordre de grandeur budgétaire envisagé sur cette mesure développement de filière. Vous avez déjà? Alors, dans un premier temps, là, ce qu'on a, c'est le partenariat avec la CERC, qui est la convention qui existe. Après, je pense que c'est dans ce cadre-là et l'établissement en fait du plan d'action qu'on va pouvoir donner des éléments d'ordre de grandeur significatif du type quelque part la commande publique qu'on peut mettre à disposition quelque part pour donner des débouchés,
Ça peut être une mesure précise sur les questions de certification si besoin. Donc aujourd'hui, je répondrai qu'on n'a pas cette estimation en dehors voilà, du partenariat avec la CERC. Si on veut faire un vrai effet levier là-dessus, parce qu'effectivement, Peggy le résume très bien, je crois qu'il va falloir faire appel aux fonds européens. On en a parlé avec Envirobat, essentiel évidemment sur le sujet, qui a une bonne expertise, très bonne expertise déjà sur l'économie circulaire en termes de fonds européens. Il y a effectivement des enveloppes dédiées sur ces sujets qui sont à prendre. Il faut, par contre, c'est des fonds, c'est une ingénierie importante à faire pour faire des dossiers européens, pour faire des partenariats européens. Mais voilà, ça, c'est une des pistes envisagées pour faire un vrai effet levier financier sur ces sujets des écomatériaux. Merci. Et puis après, bon, vous avez déjà des propositions dans le chat d'ouvrir formation Propay, qu'elle puisse être finançable CPF pour les diffuser plus largement. Des plateformes de démonstration, comme ce qui est fait dans le Nord. Et puis une question, est-ce que vous prévoyez de travailler avec ADOC l'agence ADOC pour cette question de développement de filière? Bien sûr, oui, bien sûr, ADOC, on fait partie des partenaires resserrés du plan Habitat Durable, au même titre que la REC, la RAC, Envirobat et la CRES. Merci. Et puis, en tout cas, oui. Par rapport à toutes les remarques, effectivement, on les prend dans le cadre de l'acte 2 du plan, puisque là, effectivement, cette mesure, elle a été construite plutôt sur la base des conclusions de l'étude de la CERC et qu'on a identifié que 2024, on était en phase proposition. Et une autre question, il a été fait référence à une association des acteurs du biosourcé en région. Alors, là, elle est en cours de création et sous couvert d'Ilona. Je ne pense pas qu'on puisse l'annoncer vraiment aujourd'hui. C'est un projet en gestation. Ilona, tu peux peut-être en toucher un mot. Ouvrir ton... Oui, merci Peggy. Je pense il y a des discussions qui sont en cours. Les acteurs sont bien présents en région sur ces filières-là et se parlent depuis de nombreux mois. La question à un moment de se structurer, elle est évidente pour eux. Donc les sujets sont en cours. Je ne voudrais pas parler à leur place. Évidemment, on est associé à ces discussions, mais ce que je peux dire, c'est qu'on en saura davantage d'ici cet été. Voilà. Et qu'il y a des jolis projets inspirants du côté des Bretons, par exemple. Donc, c'est des choses intéressantes sur lesquelles beaucoup de régions, enfin, certaines régions sont très bien organisées là-dessus. Et c'est toujours intéressant de s'inspirer de ces exemples très concrets en plus, avec des accompagnements, etc. Merci. On va devoir poursuivre parce que l'heure tourne. On peut passer à l'ambition 5. C'est à toi, Fabrice, ou tu veux que je le fasse? Oui, non, je peux le faire effectivement. Non, je regardais justement la réaction aussi de... Oui, la CAPEB ne s'est pas posée en tête de réseau, mais demande une construction de la filière qui soit adaptée à l'usage des professionnels. On rejoint complètement la remarque de Lise Del Tedesco. Quand je disais tête de réseau, c'était une façon de dire qu'on identifie effectivement ces organismes professionnels pour nous aider sur ce sujet. C'était mon propos. Alors, l'ambition 5, la formation professionnelle, donc comme je le disais en propos, c'est que on peut faire ça si effectivement on a des formations aussi adaptées. Alors, il y a beaucoup de choses qui se font en formation. On a cette compétence en région, donc nous, on est ravis de pouvoir travailler avec nos collègues régionales sur ce sujet. Donc, la 13, c'est effectivement donner une autre image aussi souvent de cette formation dans des métiers innovants de transition écologique, de faire... on a commencé à le faire d'ailleurs, on a participé à ce qu'on appelle le comité régional des jeunes. Donc, c'est des lycéens, des jeunes actifs qui sont là et qui nous posent des questions sur ces sujets de formation. Donc, on voit que le sujet est important. Donc, on va travailler avec nos collègues pour effectivement être très lisible sur ces volets-là, par des publications, par des états des lieux, des cartographies.
La 14, c'est développer une formation adaptée aux nouveaux métiers du service de l'habitat. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on a Innov Emploi qui est un outil à destination des demandeurs d'emploi qui permet effectivement aux entreprises à la fois de bénéficier de formations sur ces sujets et de former ces jeunes également, et dans des périmètres tout à fait nouveaux. Donc on va travailler notamment avec Envirobat, avec la CRES, avec d'autres partenaires évidemment qui le souhaitent sur l'identification de ces formations. Ça peut être, on parlait de conciergerie, on parlait de l'innovation sur tout ce qui est numérique, l'innovation sur les matériaux également. Donc, il y a vraiment des formations très intéressantes et dont les entreprises ont besoin. Donc, ça, c'est ce volet 14 qui sera mis en avant. Et le 15, c'est très ambitieux. C'est effectivement d'avoir un modèle qui permet de mutualiser et d'être le plus efficace possible sur tous les outils, les savoirs, les plateaux pédagogiques au niveau régional. C'est-à-dire, c'est faire une offre dans chaque territoire d'une formation en lien avec un projet qui serait un projet implanté à Montpellier, qui serait un petit peu le projet, entre guillemets, centralisateur, entre guillemets, parce que l'idée, c'est justement de diffuser au maximum à l'échelle territoriale ce partage dans ce domaine de la formation. C'est le campus régional multisite. Alors, qu'est-ce qui ressort? Et j'ai l'impression que tu vas pouvoir continuer à en parler un Oui, peu. Parce que pour l'instant, c'est lui qui ressort. Je vois que bon, c'est bon, vous avez l'habitude maintenant du vote là, puisque ça c'est déjà en train de bien se différencier. Plutôt sur la mesure numéro 15, oui. D'accord. Alors, il y a un exemple que peut-être vous connaissez, mais il y en a d'autres. Mais c'est vrai qu'on a pas mal d'échanges avec cet exemple, c'est le Sicoval et son projet effectivement de Paul sur l'aspect de l'éco-construction. C'est effectivement d'ailleurs la CAPEB, la fédération locale, etc., travaille avec ce territoire pour essayer de voir comment on peut être optimum sur l'offre de cette formation. Bon, il y a tout à faire en fait sur ce sujet parce que on voit que c'est fait de façon locale des fois, et là l'idée c'est de le dupliquer au niveau régional. Donc comme je disais, c'est tout à faire, tout à construire. Et pour ce qui est de l'implantation au niveau de Montpellier, on attend surtout que les choses avancent, notamment au niveau du lieu choisi, au niveau des permis en cours ou pas, des différents acteurs qui se positionnent là-dessus pour pouvoir après le diffuser. Donc on est vraiment sur une action émergente à discuter énormément avec les acteurs de la formation sur ce sujet-là, parce qu'on a besoin effectivement de ces énergies et de ces connaissances, en tout cas au niveau territorial. Merci beaucoup. Merci. On a 2 remarques dans le chat. Laissant en lien alors, un projet que je ne connais pas, Uchronie. Et quand on dit campus, c'est pas forcément uniquement universitaire, du coup? Non, effectivement. L'idée, c'est de faire des passerelles qui vont des écoles des mines, en passant par les apprentissages, en passant par le compagnonnage, en passant par tous les profils possibles effectivement de la formation pour être très transversal sur les métiers. Bon, c'est quelque chose que tout le monde connaît, je pense, autour de cette visioconférence, cette problématique d'échanger, d'être le plus réactif possible, notamment au niveau de tous ces échelons très nombreux dans le bâtiment. Donc, non, on n'est pas sur une vocation universitaire uniquement, ils seront là. Les écoles d'architecture seront là aussi, les écoles de beaux-arts peuvent être là également, les écoles sociologiques peuvent être là également. L'idée, c'est d'être sur vraiment une transversalité, un partage et un décloisonnement du sujet. Donc, le campus, c'est plus une terminologie, c'est un lieu en fait, c'est un lieu aussi inspirant sur lequel on pourra partager des interventions d'autres régions européennes aussi, notamment par rapport à la dynamique que j'évoquais sur la dynamique du New Bauhaus. La question, je pense.
Oui, l'idée de connecter au maximum avec le maillage existant, donc les éco-centres, bien entendu, les écoles êtres, tout le dispositif existant pour effectivement, c'est pas créer un campus qui viendrait voilà, ex nihilo, c'est vraiment s'insérer dans le maillage de toutes les structures qui existent déjà. C'est pour ça qu'on s'appuie beaucoup sur nos collègues de la direction de la formation aussi. Je parlais de ce dispositif Innove Emploi, mais il y a également d'autres dispositifs qui sont très utiles pour ça. Eh bien, bon, il faut qu'on avance. Je vois qu'il est 14h34. On va essayer de pas trop déborder. Je vous propose de passer à la suite. Oui, merci Mathieu. Donc, une petite minute pour vous parler du plan de concertation dans ses grandes lignes. Donc, en fait, on va essayer de mixer avec plusieurs dispositifs. Il va y avoir une date importante, un déplacement au cours duquel la présidente, la vice-présidente vont lancer officiellement cette phase de concertation. Une phase un petit peu d'appropriation, c'est ce qu'on est en train de faire avec vous, des webinaires qui vont être proposés. Donc, notamment le prochain, c'est avec les collectivités. Autour du 20 février, ce sera plutôt avec dimension citoyenne, les associations, toutes les instances de participation. Donc, on s'y est engagé, il y aura toute cette phase avec les instances de concertation officielles de la région, le Césaire qui a rendu en plus un avis sur la politique logement à l'automne, donc là, il y aura le Césaire qui est en cours de réinstallation, donc là, il y a des dates qui commencent à être posées, il y a le Parlement de la montagne, il y a le Parlement de la mer aussi qui va pouvoir être mobilisé. On a commencé à associer les jeunes du Conseil régional jeunes, donc on est intervenu avec Fabrice dans les commissions logement et commission transition et on a noté que les membres du CRJ étaient très très intéressés de discuter avec nous d'autoconsommation, de partage d'énergie, d'habitat modulaire et nomade. Donc c'est vraiment une thématique où le logement partagé aussi, voilà. Donc c'est des thématiques qui intéressent le CRJ. Également l'Assemblée des territoires. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, le passage obligé et très positif de la concertation dans ces instances. Ensuite, on va avoir des réunions thématiques avec des réseaux d'acteurs où on a des sujets spécifiques à aborder. Donc, la rénovation thermique des logements sociaux avec HSO. On va travailler aussi avec les agences immobilières sociales à vocation sociale, avec Fibois, bien entendu, dans le cadre de la négociation du contrat de filière bois. Et voilà, peut-être aussi une autre thématique spécifique sur l'économie sociale et solidaire avec un événement déjà identifié. Et peut-être aussi en projet, voilà, des réunions spécifiques sur les questions de financement ou voilà, sur les questions de partage d'énergie, où là, on essaiera de réunir un ensemble d'acteurs qui ont envie de se mobiliser sur ces sujets. Voilà pour les réunions thématiques. On voudrait aller aussi, bien sûr, à la rencontre des acteurs de terrain sur des visites immersives. Donc là, le programme est en cours de constitution. Pardon. On essaye de le fabriquer avec les partenaires du plan, au premier rang Envirobat, bien sûr, mais l'ensemble voilà, de nos partenaires engagés sur l'acte 1. Donc ça, toutes les dates ne sont pas encore connues. Le programme est en train de s'élaborer. Et puis, le temps fort de la concertation, ça sera le mois d'avril. Pourquoi avril ? Du coup, je vais peut-être passer la parole à Fabrice parce que c'est lui qui a porté la candidature Nouveau Baos européen pour s'adosser à cet événement-là. Oui, alors je l'ai mentionné plusieurs fois. Il y a une dynamique qui se repose sur trois piliers. Le pilier de l'esthétisme, de la culture, du beau, le pilier du durable et le pilier du social. En fait, c'est trois piliers que pose effectivement l'Europe dans cette dynamique européenne. Et du coup, on a participé effectivement à une candidature pour que la région soit retenue dans le cadre du festival. Donc voilà, je pense que c'est un moment fort parce que c'est un moment où, et d'ailleurs on en a parlé encore récemment avec les organisateurs de l'événement, puisqu'on va se déplacer à Bruxelles.
c'est des moments forts de rencontre aussi, hein, sur l'aspect notamment réglementaire. On parlait des écomatériaux. Donc, il y a un sujet de concertation, un vrai sujet là-dessus pour voir aussi, on souhaiterait avoir une délégation qui va là-bas pour avoir un temps à la fois d'échange des régions européennes, mais à la fois d'échange sur ces problématiques qui peuvent être soulevées, notamment sur les matériaux, mais ça peut être aussi sur l'adaptation ou autre. Voilà, de façon assez concrète. Et puis derrière, on aimerait bien effectivement faire des événements. C'est un événement, comme je disais, porté sur la culture et l'esthétisme, faire sans doute un concours là-dessus, un concours à destination à la fois des architectes, des citoyens, de photos, de peinture, de poésie, enfin quelque chose qui fait que on peut présenter aussi l'habitat sur une dimension de la culture, en fait, pour le faire différemment de l'art et de la culture. Alors, on a une question sur comment participer à tout ça. Donc, on va mettre en ligne en fait une rubrique dédiée à toute cette concertation plan habitat durable qui va être mise en ligne ces prochains jours. Donc, peut-être avec l'aide d'Envirobat, voilà, on diffusera auprès de vous le lien vers cette page de Ma Région Citoyenne. Aujourd'hui, vous pouvez y trouver, peut-être vous y avez d'ailleurs répondu, le sondage sur l'habitat participatif. Donc, la page est dédiée à ce sondage. Là, on va augmenter cette page avec beaucoup d'onglets où vous pourrez retrouver les résultats de ce sondage, une base de ressources sur l'ensemble du plan habitat durable. Vous pourrez retrouver vraiment tout le rapport de délibération, tout ce qu'on a pu vous présenter aujourd'hui, et également une page dédiée justement sur la concertation où on mettra tout au fur et à mesure, la programmation, les événements, et vous pourrez retrouver à la fois voilà ce qui se fait, les restitutions, et aussi pour pouvoir vous inscrire au fur et à mesure aux événements qui vont être ouverts. Donc, on vous enverra ce lien, et il y a une boîte mail aussi d'échange qui est en train d'être créée. Merci pour cette précision, Peggy, et c'est aussi l'objet de la planche de conclusion qui est là aussi pour rappeler l'articulation qui se fait entre les acteurs PBDOC qui sont connectés aujourd'hui et PHD que vous nous avez présenté. Oui, donc pour résumer, effectivement, comme vous l'avez vu aujourd'hui, ce qu'on a pu échanger ensemble, plan habitat durable, il va sur un ensemble d'acteurs en fait du territoire, les professionnels, les entreprises, les collectivités, les bailleurs et jusqu'aux citoyens. Donc c'est vraiment une cible très large. Le plan bâtiment durable Occitanie, il a vraiment été proposé, ouvert pour les acteurs professionnels. Donc les deux démarches sont vraiment complémentaires, en synergie. Et on va pouvoir au titre du plan habitat durable, s'appuyer en fait sur cette communauté PBDOC qui est très active et qui va nous aider beaucoup à diffuser, à œuvrer sur les thématiques qu'on a évoquées aujourd'hui. Qui nous aide déjà d'ailleurs. Merci, et je vois que Alain a activé sa caméra. Oui, alors j'étais là, je vous ai écouté, je vous ai vu. Bravo, merci Peggy, merci Fabrice, merci aussi à Guillaume qui est intervenu tout à l'heure. Et justement, heureux que finalement Plan Bâtiment Durable Occitanie ait pu accueillir cette première diffusion, on va dire, de plan Habitat Durable que vous avez présenté. Et bien sûr, nous sommes là avec Envirobat Occitanie et tous les acteurs professionnels qui composent cette association pour aider à la diffusion et à la réussite de plans habitat durable. Voilà, donc en conclusion aussi, mais je vais te laisser Mathieu parler donc de ces vendredis du bâtiment durable, de plan bâtiment durable Occitanie et notamment des fiches Bâtibuzz. Oui, merci effectivement. à toutes et à tous. Merci Alain. Alors je précise qu'Alain Donat est donc président d'Envirobat Occitanie, et Envirobat Occitanie anime, comme le précisait Ilona au début, le plan bâtiment durable
Occitanie, à l'intérieur duquel ce plan copiloté par l'ADEME, la région, l'ADREAL, existe depuis, ça fait 3 ans, porte plusieurs propositions et plusieurs réalisations qui sont déjà disponibles, que vous pouvez déjà aller consulter. Donc notamment cette série, en fait, les Vendredis du bâtiment durable. On a déjà fait 7 épisodes, je crois que c'est le 8e celui-ci, et on prévoit d'en faire d'autres cette année, sur des thématiques que vous pouvez aller consulter, sur l'immobilier solidaire, les nouvelles approches immobilières, les prescriptions santé, l'eau, le marché global de performance, le coût global, etc. Donc tout est affiché là. Et on a pris l'habitude d'enregistrer ces webinaires des Vendredis du bâtiment durable pour que vous puissiez aller les consulter. On a aussi publié, dans le cadre de la valorisation d'opérations exemplaires par PBDOC, des fiches qu'on appelait BatiBuzz. Donc 6 fiches qui sont aujourd'hui aussi disponibles, avec plusieurs typologies d'opérations. Ça peut être du logement, du scolaire, etc. Donc vous pouvez aller voir, ce sont des fiches assez détaillées techniquement sur ce qu'on considère comme étant exemplaire et à valoriser. Une vidéo qu'on a sortie cette année sur l'opération de réhabilitation de la Cité à Toulouse. Il est prévu d'en sortir d'autres aussi. Et puis chaque année, on fait des conférences annuelles. Il y a eu le lancement en 2021. La conférence 2022 portait sur les modèles économiques du bâtiment durable. Aussi beaucoup beaucoup d'interventions en replay qui ont été enregistrées. Tout est consultable aussi. Je vous montrerai tout à l'heure. Vous avez l'adresse pour aller consulter tout ça. Et fin 2023, c'était sur la décarbonation du bâtiment. Donc voilà, tout ça, ça continue en 2024. Ces propositions vont continuer de s'enrichir en 2024. On a fait un premier webinaire vendredi du bâtiment durable aujourd'hui. On a encore 3 qui sont programmés sur l'année 2024. On pense sortir 2 fiches BatiBuzz supplémentaires, 2 vidéos aussi d'opérations exemplaires supplémentaires. La conférence annuelle qui aura lieu aussi plutôt fin d'année, octobre-novembre, c'est encore à préciser. Donc voilà, vous avez ce QR code vous permet d'accéder au site du plan bâtiment durable Occitanie. Dans tous les cas, c'est un site qui est accessible aussi en tapant cette adresse-là, un plan bâtiment durable occitanie.fr. Vous avez la possibilité, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de signer le pacte d'engagement plan bâtiment durable Occitanie, qui reprend en fait le sens de ce plan, pourquoi il est là, et un certain nombre d'engagements qui vous permet, si vous, en tant que professionnel, acteur, bâtiment, aménagement immobilier, si vous y retrouvez, de pouvoir le signer pour aussi marquer votre soutien à cette dynamique régionale. Et puis après, sur ce même site, donc, vous pouvez retrouver un certain nombre d'opérations, d'acteurs valorisés et accéder via les productions PBDOC à tout ce que je vous ai cité précédemment. Voilà pour ce webinaire. On arrive à la fin. Merci à tous.